La 26e édition des 24 heures du Mans se déroule les 21 et 22 juin 1958. Et les concurrents doivent d'abord en passer par la traditionnelle et minutieuse opération du pesage. Pour cela, il faut passer par plusieurs postes clairement identifiés et répondant à des critères bien précis. C'est aussi à cela qu'on reconnaît l'organisation sans faille de la plus grande course d'endurance du monde. Gros plan sur la Ferrari numéro 17, engagée par le North American Racing Team, une des 11 Ferrari qui sera bien au départ. Il y a 3 250 TR58 officiels, dont la numéro 12, réservée à l'équipage Mike Hawthorne, Peter Collins. Rappelons que Ferrari est tombé de haut l'année précédente et que Jaguar est resté sur un triomphe presque absolu avec 4 types D aux 4 premières places. Il y a donc de la revanche dans l'air. Voici la numéro 14 qui sera pilotée par Olivier Jean Debien et Phil Hill. La numéro 16, elle, est dévolue à l'équipage Wolfgang von Trips et Wolfgang Seidel. Hawthorne et Collins savent en tout cas qu'ils ont a priori l'arme pour gagner le Mans. Eux qui ont déjà gagné en début de saison les 1000 km de Buenos Aires et les 12 heures de Sebring. Stirling Moss reste fidèle à Aston Martin, il sera au volant de la DBR 1300 aux côtés de Jack Brabham. Voici l'Oscar 750S de Jean Laroche et Rémi Radix. La Ferrari privée numéro 20 de l'équipe Los Amigos avec le duo François Picard et Jaroslav Yuan. Mais sous les yeux de Duncan Hamilton, voici bientôt que les Jaguars arrivent. On en reparlera, mais il y en a 5 au départ et la marque anglaise est l'adversaire à battre. Jaguar a après tout remporté 5 des 7 dernières éditions et les 3 dernières en date. Il est évident que Ferrari et les autres se doivent de réagir. Même si une nouvelle fois, Jaguar s'appuie sur des équipes privées et non sur un engagement officiel. Et nous voici maintenant sur le circuit de la Sarthe, toujours long de 13 km 461. Il y a eu 70 demandes d'engagement, 59 voitures sont autorisées à se présenter aux essais pour 55 places au départ. Au niveau de la réglementation technique, une mesure très importante est désormais en place. Sont interdites les cylindrées dépassant 3 litres. Une sorte de remise à niveau pour tout le monde. Et voilà pourquoi la bataille semble plus équilibrée a priori entre Jaguar, Ferrari et Aston Martin pour la victoire au général. Dans les catégories de plus petites cylindrées, ce sont les Porsche et les Lotus qui sont les plus nombreuses. En ce qui concerne Jaguar, l'écurie Écosse, double tenante du titre, présente pas moins de 3 voitures avec des équipages expérimentés. Jack Fairman et Masten Gregory sur la numéro 6, Ninian Sanderson et John Lawrence sur la numéro 7, Duncan Hamilton et Ivor Bueb sur la numéro 8. Vont-ils être capables de réaliser la passe de 3 et même la
passe de 4 pour la marque. Seuls 2 constructeurs dans l'histoire des 24 heures à ce moment-là ont réalisé cet exploit de gagner 4 fois de suite. Bentley à la fin des années 20 et Alfa Romeo au début des années 30. Autant dire que le défi de Jaguar est presque historique. Nous sommes maintenant le jour du départ et une foule considérable a déjà pris position dans les tribunes du circuit. Il fait beau et chaud, mais les prévisions météorologiques ne sont pas excellentes pour le week-end. Le meilleur temps des essais a été réalisé par l'Aston Martin de Moss en 4,07,3. Curieusement, les Jaguars, qui tournaient comme des horloges avec leur grosse mécanique, semblent être plus fragiles avec le nouveau moteur 3 litres. Stirling Moss, encore lui, se concentre. Il est d'habitude le plus prompt à se mettre en action. Le départ va être donné par Paul von Guillaume, le président du Nürburgring. Il est 16h pile et la grande classique de l'endurance est officiellement partie. Fin du premier tour, le classement est le suivant. Stirling Moss, comme attendu, mène devant Hawthorne, Brooks, Von Trips, Jean Debien et Salvadori. À la fin de la première heure, Moss, déchaîné, a porté son avance à 26 secondes sur Hawthorne, lequel parvient à signer le meilleur tour en course en 4,08. Bientôt, le rythme en tête est tellement élevé qu'il n'y a plus que les 3 premiers à être dans le même tour. Hélas pour l'équipage Moss-Brabham, la joie sera de courte durée. Après 30 tours parcourus, l'Aston Martin s'arrête à Mulsanne suite à un problème moteur et c'est l'abandon pour cet équipage prestigieux. Du coup, Hawthorne récupère la première place, mais doit s'arrêter longtemps à son stand pour un souci technique. La nouvelle voiture en tête devient la Ferrari numéro 14 d'Olivier Jean Debien et Phil Hill. Il est 19h, attention, la course n'a commencé que depuis 3 heures, mais déjà un orage s'est abattu sur le circuit. On voit clairement que la piste est détrempée. Ce n'est pas une surprise d'apprendre que plusieurs voitures et pilotes partent à la faute dans ces conditions. L'Anglais Maurice Charles, par exemple, tape à Maison Blanche avec sa Jaguar et se fait heurter par 2 autres voitures. Il est aussitôt transporté à l'hôpital. La nuit est en train de tomber et c'est une nouvelle averse monumentale qui donne aux 24 heures du Mans l'apparence d'un authentique cauchemar. Les spectateurs sont obligés de pratiquement s'enfuir pour trouver un abri et sur la piste, les pilotes jouent les acrobates à la limite de l'adhérence. Alors 20h20 très précisément et jusqu'à la tombée complète de la nuit, les conditions restent plus que précaires. On comptabilise une dizaine d'accidents plus ou moins sérieux. Le pire survient un peu après 22h. La Jaguar privée numéro 11, pilotée par un pilote engagé sous le pseudonyme de Mary, mais de son vrai nom Jean-Marie Brussin, sort violemment à la courbe d'un lobe juste après la ligne droite des stands. Le contact avec le talus l'envoie en tonneau et la voiture est alors percutée par la Ferrari de Bruce Kessler. Si Kessler, éjecté de son habitacle, s'en sort avec des coupures et des côtes cassées, il n'en va pas de même de Brussin qui décède quasiment sur le coup. La course est donc endeuillée et Duncan Hamilton, vainqueur de l'épreuve en 1953, évite de peu de s'encastrer dans les 2 voitures suite au geste d'un spectateur qui jette son chapeau sur la piste pour le prévenir. Le jour se lève. Comme toujours, les spectateurs qui le désirent ont la possibilité d'assister à un office en plein air, tandis que les voitures continuent de rouler.
Le classement est le suivant. Le duo Jean de Bien-Hill mène la danse sur Ferrari, devant Hamilton Webb sur Jaguar, Bera Herrmann sur Porsche. Puis on trouve les deux frères Whitehead sur Aston Martin et Bart frère sur Porsche également. Après une nuit pluvieuse, tout le monde apprécie de revoir le soleil faire son apparition, ce qui permet sans doute de reprendre quelques forces. Mésaventures pour la Lotus Eleven de l'équipage Alan Stacey et Tom Dixon. Il va falloir faire preuve de ténacité pour la dégager du sable. L'Aston Martin numéro 3 est alors piloté par Maurice Trintignant qui fait équipe avec Tony Brooks. L'ADB numéro 44 est aux mains de Gérard Laureau et Louis Cornet aux environs de la 15e place. La Peerless GT Coupé numéro 24 avec Job et Crabbe 16e à ce moment-là. Vous constatez que les opérations de déblayage continuent pour la Lotus. Pour cette édition, la CO avait de toute façon décidé qu'il était désormais interdit de pousser sa voiture en dehors de la voie des stands, sous peine de disqualification immédiate. Un pilote ne pouvait pas prendre le volant plus de 40 tours consécutifs et pas plus de 14 heures au total. Et l'on retrouve le pauvre Tommy Dixon, toujours embourbé avec sa Lotus Eleven du côté d'Arnage. Il n'a d'autre ressource que de se servir d'une grosse branche pour essayer de faire levier. On ne peut que plaindre le pilote anglais à l'occasion de ce travail digne d'Hercule, lui qui avait déjà subi une panne la veille au soir à Indianapolis. Mais miracle, on le voit bientôt muni d'une pelle, la délivrance devrait donc être proche. Vous savez quoi? Le feuilleton Dixon continue. Il va maintenant se servir d'une banderole pour essayer d'égaliser le niveau du sol. Franchement, on commence à avoir pitié de lui, surtout que la pluie menace à nouveau de tomber sur le circuit. Voici la Porsche numéro 34, une voiture privée française qui vient d'intégrer le top 10 et qui ne va plus le lâcher. La 53, c'est une Stanghellini 750 Sport qui est elle dans le top 20. La 28, une AC Ace LM Prototype qui est 8e. La 27, une autre AC qui malheureusement pour elle ne sera pas classée à l'arrivée. La Porsche numéro 30 avait déjà renoncé dès la 9e heure suite à un accident. On découvre également l'épave de la Monopole numéro 48 qui n'a pu boucler que 101 tours au total. Et bien sûr notre cher Tom Dixon qui ne renonce pas à sortir sa Lotus de son bac à sable. Il va être bientôt récompensé de tous ses efforts et il mérite largement la médaille de la persévérance des 24 heures du Mans 1958. Bravo à lui!
voit que la pluie est effectivement revenue comme on pouvait le craindre. On découvre surtout avec effroi tous les stigmates et toutes les voitures accidentées depuis la veille. En tout, ce seront 15 accidents qui seront recensés et qui auront causé l'abandon de leurs propriétaires. Voici ce qu'il reste de la Jaguar numéro 11, la voiture à bord de laquelle Jean-Marie Brussin est décédé la veille. Au passage, un autre accident d'importance est d'ailleurs survenu en fin de matinée. Il s'agit ni plus ni moins de Duncan Hamilton. Il était deuxième lorsqu'il s'est soudain retrouvé face à une panhard arrêtée à Arnage. Essayant d'éviter la voiture, il est parti en tonneau avant d'être secouru par deux spectateurs qui se trouvaient près du fossé. Hamilton perdit ensuite connaissance et fut transporté à l'hôpital, souffrant de contusions mais aussi de blessures aux jambes. Une fin de course pour le moins abrupte pour le vainqueur de l'édition 53 et 58 fut en effet sa dernière participation aux 24 heures. Mais le soleil semble revenir pour l'arrivée. Personne ne s'en plaindra tant cette année 58 aura donc été gâchée par les averses. Il semble bien que la victoire ne peut plus échapper à Ferrari, qui va donc renouer avec la victoire pour la première fois depuis 1954. On s'aperçoit avec ces images qu'il y a tout un tas d'activités dans le paddock et dans le grand village des 24 heures. Allez, une fois le déjeuner avalé, il est temps de revenir au circuit avec les dernières minutes de course. La pluie a cessé et c'est sur une piste s'asséchant que l'arrivée se profile. Le classement est le suivant, la Ferrari 250 TR de Jean Debien-Hill possède plus de 10 tours d'avance sur les frères Whitehead et leur Aston Martin DB3S. On trouve ensuite un trio de Porsche avec les équipages Bera-Hermann, puis Bart frère, la troisième étant la Porsche privée du baron de Beaufort associée à Herbert Linge. On trouve ensuite la Ferrari de l'équipe nationale belge et la première AC. C'est en vue aérienne que nous suivons cette fin de course. Cette édition restera, quoi qu'il arrive, comme l'une des plus pluvieuses de l'histoire des 24 heures et largement source d'hécatombes. Par exemple, si Ferrari s'apprête à triompher, il ne faut pas oublier que sur les 11 voitures de la Scuderia au départ, 8 ont abandonné. Heureusement qu'il y avait la numéro 14, une voiture qui aura tourné comme une horloge et qui aura été en tête 22 heures sur 24. Au final, il n'y aura que 17 voitures classées sur les 55 au départ. Il est 16h en ce dimanche 22 juin 1958 et c'est l'arrivée de la voiture vainqueur. Magnifique succès pour Ferrari et l'équipage Olivier Jean Debien et Phil Hill. Ils ont bouclé 305 tours et finissent avec 12 boucles d'avance sur Peter et Graham Whitehead et une quinzaine sur les 3 Porsche qui complètent le top 5. À l'indice de performance, c'est l'Oscar de De Tomaso et Davis qui sort vainqueur d'un beau duel avec 2 des 3 DB officiels. Olivier Jean Debien et Phil Hill, un équipage parfaitement soudé et homogène qui connaîtra d'autres succès au Mans, mais ça, nous le verrons dans d'autres films.